Et donc à tous, je souhaite une bonne santé. On va attribuer 1 heure pour cette conférence. Je vais essayer de faire moins. Je voudrais que je vous garde avec moi tout le temps. Je ne voudrais pas voir les gens s'ennuyer. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce soir. Je suis particulièrement honorée de faire la conférence inaugurale de ce forum qui se penche sur le concept de santé dans sa globalité et débat de ses nombreux aspects. Beaucoup de thèmes seront abordés et ont été abordés cette journée: la souveraineté sanitaire, l'industrie pharmaceutique, la santé environnementale, les ressources humaines, la santé mentale et d'autres. C'est pas grave, c'est pas grave. Avec comme toile de fond la notion d'équité et l'accès pour tous à la santé. Pour tous, dans le monde, dans nos pays, car l'inégalité en matière de santé est un scandale planétaire insoutenable. Certes, il y a eu des progrès spectaculaires à l'échelle mondiale, l'augmentation de l'espérance de vie en est la preuve, mais par ailleurs, les inégalités se creusent entre le nord et le sud, entre régions, ce qui pousse à des mouvements migratoires incontrôlés, alors qu'en même temps, on assiste, médusé en Afrique, à une mondialisation des maladies qui, elles, n'ont pas de frontières. Et la pandémie Covid nous l'a bien démontré. Certes, c'est une lourde tâche de faire une conférence inaugurale. Merci, cher ami, professeur Choulli, pour la responsabilité confiée, surtout quand il s'agit de la faire devant un public averti. L'exercice est d'autant plus difficile que le secteur de la santé est en fin de compte complexe à décortiquer, car il est intersectoriel, volatile, délicat à cerner. Les écrits et les recommandations abondent à ce propos. Et c'est pour toutes ces raisons que très peu de pays arrivent à maîtriser leur système de santé. On peut dire que le Japon en est on peut le citer comme référence de réussite. Si je lis, je crois en l'alignement des astres. Et tes efforts, cher ami, permettront d'apporter une pierre à l'édifice qui semble se profiler dans ce concert mondial, celui d'un nouveau concept de la santé qui s'impose en post-Covid. Et je vous demande d'applaudir encore une fois le professeur Choulli. Cet événement s'inscrit parfaitement dans l'urgence mondiale pour la santé et se situe en droite ligne des priorités, à la fois par cette thématique sur la santé, mais aussi par le lien de la santé avec l'environnement, la souveraineté sanitaire, l'innovation, la recherche. Les passerelles entre différents secteurs sont aujourd'hui bien établies et vous serez d'accord pour dire qu'il y a une prise de conscience collective, mondiale, pour faire de la santé mondiale une priorité de nos nations. Le moment de la mobilisation est venu pour tous. Ma présentation, j'ai réfléchi comment articuler un premier axe sur la santé, ses définitions, les déterminants, les défis, les ODD, les transitions épidémiologiques, puis cet épisode Covid qui est arrivé et qui impose la priorité de la santé et met en valeur encore plus fort ce concept de santé mondiale. Deuxième axe, ce sera toute cette géopolitique de la santé, l'émergence de la diplomatie sanitaire, mes sujets favoris après la chirurgie du cancer du sein, et toutes les résolutions mondiales qui s'imposent, qui s'accélèrent, en particulier la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, la relocalisation pour une souveraineté sanitaire, la pénurie des ressources humaines, la place cruciale de la prévention des risques. En France, désormais, on appelle le ministère de la Santé et la Prévention. Le tout pour un développement social et humain.
L'intérêt de ce forum, qui est exceptionnel dans sa forme, disons-le, car en général, chacun travaille dans son secteur, dans son coin, alors que là, l'intérêt est de placer notre discipline médicale dans le cadre global de la santé et de l'environnement. La notion de la santé globale définie comme l'intérêt, la recherche et la mise en place de conditions de meilleures pratiques de santé doit engager et mobiliser l'ensemble des acteurs de la société. Les conditions politiques et sociales doivent viser partout dans le monde ces objectifs de mieux vivre en bonne santé avec accès aux soins pour tous. Nous vivons un basculement vers une nouvelle ère qui appellerait à une nouvelle façon de gérer les questions de santé et plutôt les appréhender à l'échelle mondiale, planétaire. Ça existe déjà, vous allez me dire, à travers les institutions de l'OMS, instances de normes et régulations, mais il va falloir renforcer sa gouvernance et le revoir sous un autre angle avec plus de solidarité interplanétaire. Évidemment qu'on va beaucoup parler Covid, car il a été le révélateur de la santé, le tsunami qui a montré les insuffisances, qui a montré son importance, la boîte de Pandore qui a montré ses insuffisances et ses défis. Il est la zone charnière entre un monde d'hier et un monde de demain, qui a engendré des répercussions en cascade sur le sanitaire. On oublie de dire les répercussions sur le sanitaire, on va y revenir. Le social, l'économique, le politique, ainsi que l'accélération des résolutions qui paraissaient si lointaines, plaçant la santé au cœur des combats pour le progrès social. Quelques rappels, je vais essayer d'aller vite, la santé, mais bon, ça me passionne tellement que vous allez me subir quelques moments. La santé concerne toute l'humanité, je ne vous apprends rien. L'OMS l'a déjà définie comme dans sa globalité et l'associe à la notion de bien-être. Au fait, c'est une sensation agréable procurée par la satisfaction de besoins physiques et l'absence de tensions psychologiques. Et permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge et dans tous les milieux sont des conditions essentielles au développement durable. Je pense que chacun aspire à vivre en bonne santé et vieillir en bonne santé. La santé relève de ce que l'on appelle les biens publics mondiaux. Ce sont des biens indispensables qui concernent l'humanité tout entière, non rivaux, non concurrentiels et ne se divisent pas quand on les partage. C'était une parole de Fabius lors d'une allocution. La santé est le bien essentiel, comme je dis, mais aussi le plus fragile. Elle mérite donc l'attention de tous et l'engagement de chacun. La santé ne commence pas à l'hôpital ou au dispensaire. Elle commence chez nous par la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, dans nos écoles, dans nos lieux de travail. Il faut changer fondamentalement la façon dont les dirigeants, dans l'arène politique, pensent et considèrent la santé et promouvoir une croissance basée sur la santé et le bien-être des personnes et de la planète pour les pays de tout niveau de revenus. Si la médecine est l'affaire des professionnels de santé, la santé est l'affaire de tous. Et très souvent, on confond les deux notions. Tout, mais alors vraiment tout dans notre quotidien peut impacter la santé. Depuis la santé d'un individu ou d'un groupe d'individus, marcher sur un trottoir. À Casablanca, nos trottoirs sont juste défaillants, le nombre de traumatismes de hanche. Traverser une route, manger un gâteau, habiter une zone polluée, boire une eau insalubre, et j'en passe. Considéré comme le parent pauvre des politiques publiques. Déjà à Abuja, les pays africains se sont accordés de mettre le budget de la santé à 15%. Seuls 4 pays ont pu le faire. Le Maroc est à 6% aujourd'hui. La santé ne devrait plus être perçue comme un gouffre financier, mais plutôt génératrice de gains économiques pour réduire la pauvreté et promouvoir le développement socio-économique. Si le droit à la santé est un fondement essentiel à la dignité de l'humain,
dans le monde, il y a 100 millions de personnes qui basculent dans la pauvreté à cause des dépenses de la santé. Un tiers environ de la population mondiale n'a accès ni aux médicaments, ni aux vaccins, ni aux outils diagnostiques, ni à d'autres produits de santé essentiels. Les difficultés d'accès à des produits de santé de qualité sont une menace pour la santé et pour la vie. Quelle injustice! Quelle injustice plus grande que celle de ne pas être égaux devant la santé et les soins, alors qu'on est égaux devant la maladie. Alors, peut-on rêver d'une santé équitable pour tout le monde et partout? Je sais que c'est de l'utopie, mais l'utopie d'hier est la réalité d'aujourd'hui. L'articulation entre la santé de l'homme, l'environnement, l'économie est bien établie. Soyons ensemble pour notre planète, notre santé. Pierre Rabhi, que Dieu ait son âme, que j'ai connu, j'ai retenu 2 de ses réflexions. Faut-il choisir la fin du monde ou la fin du mois? Et l'équilibre entre les deux est pas évident, il faut l'avouer. Deuxième de ses réflexions, quelle terre nous laisserons à nos enfants et quel enfant on laissera à notre terre? Et c'est tout le chantier de l'éducation. Comment ne pas considérer en priorité, en urgence, la problématique environnementale et son impact évident sur la santé des populations? On sait que le réchauffement climatique favorise la propagation de certaines maladies et on sait aussi des maladies transmissibles et qu'un environnement malsain a un effet direct sur l'augmentation des maladies chroniques, dégénératives et surtout ces fameux cancers. Par ailleurs, dans le monde, on évalue à 3 millions de décès annuels dus à un manque d'accès à l'eau potable, 2 millions de morts à cause de la pollution d'air et un nombre considérable de pathologies respiratoires dépassant 350 millions par an. Et un autre tabou dont on ne parle pas beaucoup, je le dis et je ne vais pas trop m'attarder, c'est la baisse de fertilité. La baisse de fertilité qui guette l'humanité. Il y a donc des causes et des conditions extérieures qui engendrent les maladies ou la santé. Et donc, cet état idéal de santé que l'on souhaite tous est menacé par différents facteurs environnementaux négatifs. Ceci a toujours occupé l'humanité depuis ses origines. Dans l'Antiquité, il s'agissait de famines, d'épidémies, de guerres qui menaçaient constamment la santé humaine. Les maladies étaient considérées comme l'œuvre de châtiment divin, jusqu'à ce que Hippocrate démontre que ces menaces, il faudrait avouer aussi que ces menaces n'ont pas complètement disparu, comme le montrent les politiques récentes des conflits et les changements climatiques. La révolution industrielle puis technologique marque une rupture, car l'espérance de vie a augmenté grâce au progrès des sciences médicales. On a gagné l'équivalent de 2 vies, mais sans trop juger de ce que l'on fait de ces 2 vies. Sûrement pas créer, aimer, aider, rapprocher les peuples. En tout cas, c'est ce que l'on peut appeler le mal de dehors qui arrive par des facteurs extérieurs. Quant au changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, la rupture de l'équilibre de la biodiversité, ils ont un impact clair sur la santé et nous encourons une catastrophe, si ça continue, carrément l'extinction de la race humaine. Plus que jamais, il va falloir trouver un équilibre entre les droits et intérêts individuels pour la santé et ceux de la communauté purement économique. Alors les ODD, qui n'ont pas pu, on n'a pas pu atteindre dans notre continent les ODD et qui sont définis par l'organisme onusien qui crée des liens entre différents secteurs, la pauvreté, l'alimentation, l'éducation, les droits des femmes, la question du genre, la violence, l'agriculture, l'industrie, la mobilité. Le tout modifie la santé. Et donc la santé, c'est l'affaire de tous. La sécurité et la prospérité mondiale dépendent d'un monde plus équitable pour tous. Les déterminants de la santé, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, mais c'est des leviers. Il y a des leviers, ils existent et qui consistent
à investir davantage en prévention afin d'agir sur ces déterminants de la santé et l'intégrer dans les systèmes de santé de première ligne. En effet, plusieurs facteurs affectent la santé des populations. Certaines se rapportent à l'individu, à ses prédispositions génétiques, biologiques. D'autres concernent la collectivité, les habitudes de vie, les comportements adoptés au quotidien, le style de vie, et qui exercent une influence majeure sur l'état de santé. Les conditions de vie et les milieux de vie, à l'école, le travail, la famille, la violence, les accidents. Vous savez qu'on a 16 milliards de dirhams au Maroc pour les accidents de la voie publique. C'est un chiffre énorme si on pouvait le gagner. L'environnement physique et l'organisation des services de santé jouent également un rôle déterminant. Par des actions sur les déterminants, la santé publique vise à prévenir la maladie, à protéger et promouvoir la santé des populations et à protéger la vie. Par ailleurs, les maladies chroniques constituent de plus en plus un fardeau important qui va s'accentuer avec le vieillissement des populations, du changement des habitudes de vie et va compromettre les gains enregistrés en ce qui concerne l'espérance de vie et la qualité de vie qu'on a pu gagner. Ce phénomène exerce une pression sur les systèmes de santé et un fardeau accru sur les soignants, alors que ces soignants sont en exode aujourd'hui. Ils sont aspirés en masse par les pays du Nord. Nos pays seront doublement pénalisés. Et pour améliorer la santé pour tous, la santé et le bien-être doivent être considérés comme faisant partie d'une démarche pan-gouvernementale et jouer un rôle central dans le développement global. Plusieurs défis, de plus en plus des enjeux, des défis, le démographique au Maroc, on sera en 2025, on sera 25% de la population aura plus de 60 ans, 65 ans. C'est l'âge des maladies. Les enjeux technologiques qui changent à la vitesse d'éclair, une innovation chaque 3 jours et pose le souci de coût. On a une capacité d'innovation qui dépasse complètement la science, boostée par l'intelligence artificielle, par le digital, puis par l'innovation dans les soins. Le troisième défi, c'est celui de la transition alimentaire. Nous mangeons mal, la malbouffe. Notre nourriture a changé avec des colorants, des additifs, des aliments transformés. Tout ça impacte notre santé. Le quatrième défi est celui épidémiologique. En tant que chirurgien cancérologue, je ne peux vous rapporter ce chiffre très alarmant de l'OMS. Dans 2 décennies, il y aura 17 millions de morts dans le monde à cause du cancer, soit triplement le chiffre d'aujourd'hui. Cette mutation, évidemment, qu'elle s'explique par l'évolution des modes de vie, la diffusion, les comportements, le tabagisme, la tendance à l'obésité, le tout avec une certaine uniformisation à l'échelle du monde. La question de la santé mentale, je ne vais pas m'attarder, je pense qu'il y a eu une table ronde dessus. Le rôle de la prévention est primordial et peut alléger jusqu'à 40% des pathologies et 30% des dépenses. Alors, ça a été mon cheval de bataille, c'est mon cheval de bataille au niveau de la commission. Qu'attendons-nous pour mettre en place des préventions pérennes et continues? Donc, ces enjeux à court terme de la santé, il y a les enjeux à court terme qui sont fracassants, patents, globaux et qui certainement sont le ressort de la diplomatie sanitaire. C'est quand il y a une catastrophe naturelle, la guerre, les catastrophes naturelles comme la sécheresse, les inondations, et où il faut agir tout de suite, où il y a les aides humanitaires. Mais il y a toute l'épidémiologie, comme ce qui s'est passé avec le Covid, dans un monde interconnecté où les épidémies vont partir très rapidement à travers le monde. Et puis, il y a les enjeux à long terme, beaucoup plus sournois. Et là, c'est les professionnels de santé qui doivent alarmer les politiciens parce qu'on croule sous la charge de travail des maladies non transmissibles. Un chiffre. Aujourd'hui, il y a une hausse des dépenses de santé en matière de maladies chroniques de 3 milliards de dollars en 2000
à 6 500 milliards de dollars aujourd'hui. On voit les maladies chroniques, comment elles plombent les systèmes de santé. Et puis, il y a ces résistances aux antibiotiques. On n'en parle pas beaucoup, mais ils font énormément de dégâts. On sait que la dernière classe d'antibiotiques a été découverte en 1928. Le coût des médicaments, Monsieur Michel, vous êtes avec nous, constitue un sujet de préoccupation majeure, malgré des progrès sur certaines grandes pathologies. Je pense à ce fameux cancer dont le coût est excessivement cher. J'espère un jour voir, grâce à vous, naître ONU Cancer. Il faut parvenir à faire baisser les prix par le renoncement aux droits de propriété intellectuelle et la prise de risque de financer, pour le développement de nouvelles molécules. La prolifération des produits médicaux falsifiés, quelqu'un en avait parlé, dans nos pays, en Afrique, c'est un phénomène malheureusement croissant. 70% des produits falsifiés sont dans notre continent. Il a pour cause les faibles capacités de réglementation et de contrôle des États. Et j'essaie de raccourcir pour ne pas trop... je vois... Ouais, mais bon, c'était 1 heure, donc... la question des migrations des personnels de santé, je crois que c'est un lourd problème. C'est un lourd problème et on ne se rend pas compte de l'exode actuel et les besoins en personnel qui augmentent. Alors, je vais vous parler de quelque chose d'agréable, ce fameux PIB bonheur que j'appelle PIB bonheur. En ce début de siècle, notre médecine évolue et s'adapte pour continuer de nous soigner, pour tenter de combler le fossé entre les statistiques qui affichent une croissance continue et la perception des ménages sur leur propre qualité de vie. Prenant un changement complet des méthodes de calcul des richesses du pays. Les différents rapports proposent de faire de la santé un des critères majeurs de mesure des richesses d'un pays et l'élaboration de nouveaux indices. Il va falloir, le bouton l'a bien fait, il a comme indice développement corrélé au degré de bonheur du citoyen. Et bien, ça doit nous faire méditer. Il est temps d'étudier comment l'économie peut contribuer à l'objectif sociétal du bien-être. Cet investissement qui est la base même d'économie productive, résiliente et inclusive. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas revenir aux mêmes méthodes d'exploitation pour produire et consommer, au même mépris pour cette planète qui est indispensable à notre vie, au même cycle de panique et de négligence, ni à la même politique de division qui a alimenté les pays lors de cette pandémie. Alors cette pandémie, le Covid, c'est une charnière entre 2 mondes, je le disais. Et Churchill disait, il ne faut pas gaspiller une crise. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une vraie accalmie ou c'est la guerre de l'Ukraine qui a un peu masqué cette crise. Bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, c'est un virus qui a été invisible, qui a surpris par sa fulgurance, son ampleur, ses implications, en même temps et partout dans le monde, a mis à genoux la terre entière. 4 milliards de personnes ont été confinées en même temps. 2 ans que le Covid rythme, dérègle, perturbe la vie, fait pression sur les hôpitaux, chamboule les relations en société, cause la faillite des commerces, étouffe l'économie, paralyse le tourisme et complique les déplacements des humains. 2 ans d'état d'urgence sanitaire, de privation, de contraintes, d'angoisse, de yo-yo émotionnel, de perturbations mentales, scolaires, des liens sociaux, de violences domestiques et surtout des retards thérapeutiques pour les maladies chroniques. Et donc, ça a enlevé des chirurgies déprogrammées avec perte de chance de guérison. Et pourtant, le Covid court toujours. Alors que l'humain s'épuise, bascule dans la pauvreté, le personnel soignant est mis à rude épreuve, pendant que les scientifiques cherchent et se cherchent et les politiciens peinent à trouver une solution adéquate. Le monde ne sera plus jamais, des réalités s'imposent. La pandémie et le dispositif vaccinal ont mis en lumière une gouvernance sanitaire mondiale inégale. La Covid a permis d'ouvrir une boîte de Pandore, celle de la santé dans le monde. Les relations entre les pays, la période que nous traversons est historique.
et elle va laisser des traces pendant des décennies. Autre coup dur, la pandémie menace d'effacer tous les progrès qu'on a réalisés ces dernières années. Le coronavirus auquel on s'attendait à cause des changements climatiques, il nous apprend 3 faits. Le premier, il émerge en milieu urbain, avec forte densité de population. Le deuxième, c'est une zoonose, ce qui souligne la relation étroite entre la faune sauvage, la faune domestique et la santé humaine. Et 3, il met en évidence les facteurs de mondialisation des échanges au travers de la rapidité de sa diffusion et ses mutations. Alors, c'est intéressant maintenant que vous m'écoutiez un peu plus qu'avant. Je suis à 20 minutes, c'est bien ça pour les gens qui ont calculé, donc je suis à moitié du temps. Je vais essayer. Alors, en même temps que cette mondialisation des maladies, on voit que les questions de santé sont accaparées de plus en plus par des logiques à la fois de marché et des logiques de concurrence mondiale. Concurrence sur l'approvisionnement du médicament, du vaccin, sur le recrutement des professionnels de santé entre les différents pays, concurrence sur les services et l'ubérisation de la santé, et concurrence sur les malades. La Covid a mis en exergue cette concurrence et les enjeux de la géopolitique du vaccin a été très forte. D'un côté, le vaccin est dit un bien commun de l'humanité et finalement, ça ne se passe pas comme ça. On observe un égoïsme des États et aujourd'hui, ça risque d'être concerné aussi la nourriture. On a vu l'Inde, comment elle s'est refermée pour son blé. De l'autre, on assiste à une compétition acharnée sur le marché mondial des vaccins, la plus vaste campagne de vaccination de l'histoire. Les dépenses globales estimées à 157 milliards de dollars en 2025, une véritable manne financière pour laquelle rivalisent les laboratoires. Certaines puissances entendent améliorer leur image à l'international, leur suprématie économique et surtout leur influence en tant que leadership. Et la diplomatie du vaccin se place au cœur des luttes des influences où chaque pays, État producteur, avance ses pions et réactive les tensions à l'international. Beaucoup de pays ont aidé plus par souci d'image, d'influence ou de leadership que de solidarité. Rivalité qui risque de s'accentuer tant que la distribution équitable des vaccins ne sera pas assurée, puisque le mécanisme onusien COVAX peine à s'imposer et à équilibrer la vaccination dans les pays. Lancé il y a plus de 2 ans à peu près, a pour vocation de récupérer les vaccins afin de les distribuer équitablement dans tous les pays vulnérables et pauvres. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de doses ont été distribuées. Il aurait pu être plus régulateur, dispatché aux endroits qui en ont le plus besoin, car la pandémie se fait par vagues, fonction des régions, et cette orchestration qui aurait été pertinente et intéressante au niveau sanitaire, économique et même humain, avec coordination et solidarité entre les États. On voit clairement que la santé est devenue un enjeu géopolitique accéléré par la pandémie actuelle. Tout le long de l'histoire, cette géopolitique de la santé a existé depuis le temps de la quarantaine sur la peste, la guerre froide, où on avait Cuba qui se spécialisait dans la diplomatie de la santé. Et puis les années 80 que vous avez connues, monsieur Michel, avec l'apparition du VIH qui a fait ravage dans le monde et avec la création de ONU-SIDA. Avec la crise Covid, la diplomatie de la santé ne fait que prendre plus d'importance et agit comme accélérateur de l'histoire. Clairement, la santé est une arme politique pour une course à la fabrication des vaccins et l'acquisition des marchés. 2 soucis dans cette histoire, celle des brevets. Plusieurs voix dans le monde se sont levées pour que la propriété intellectuelle ne doit pas être une barrière lors des pandémies. Elle doit être un facilitateur. Et lorsque cela est nécessaire,
elle doit être rendue accessible pour le bénéfice du public dans le pays à revenus faibles. Les brevets, les aides internationales. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure rapidement. J'ai connu Dominique Kéroudan, je ne sais pas si tu la connais, Michel, mais qui travaille beaucoup sur cette question et démontre que c'est un enjeu stratégique majeur. Parfois, cette aide internationale contribue à l'augmentation des inégalités, du fait qu'ils ne choisissent pas la priorité et les besoins du pays selon ces données, mais fondés sur des choix stratégiques de l'aide. Car c'est un domaine par lequel s'exerce un pouvoir très important d'influence des États et des organisations internationales. La répartition des aides qui est très géopolitique et suit en général les relations qu'entretiennent les États avec leurs anciennes colonies. Ce rôle de la diplomatie sanitaire, alors où est-ce que je peux couper ? La question des grandes crises sanitaires est manifestement un enjeu diplomatique. Il faut s'y préparer et mettre en place les structures de coordination, de veille, de décision indispensables. La diplomatie de la santé va et doit prendre encore plus d'importance pour un équilibre entre l'humain, l'environnement et l'économie. Avec les crises, avec les changements climatiques, ces crises vont se répéter. Il faudrait apprendre à vivre avec résilience, agilité, renforcer les politiques publiques vers l'économie de vie, comme dit Jacques Attali. 2, renforcer les missions de protection des populations en régulant les flux migratoires, en pensant l'immigration et en aidant les personnes bloquées aux 4 coins du monde. 3, prendre l'avance sur les négociations des médicaments, des dispositifs des médicaux, des vaccins et autres. Force est de constater que c'est avec une souveraineté sanitaire que l'on peut avancer. Et cette souveraineté, si on ne fait pas une refonte de nos systèmes de santé, on n'y arrivera pas. Ça a été, brièvement, je vais vous donner les grands axes de recommandation au niveau du nouveau modèle de développement. Il faut dire avec force que dans la situation de crise économique mondiale que nous connaissons, en aucun cas la santé ne saurait être un variable d'ajustement budgétaire. Très souvent, on entend parler de ça, mais il n'y a pas que ça. Atteindre ces objectifs passera par plusieurs recommandations. La première, c'est l'établissement d'un système d'assurance maladie universel qui seul peut permettre de financer durablement un service public de la santé ouvert à tous. Chantier lancé par Sa Majesté le Roi cette année et pour 22 millions, qui va intéresser 22 millions de citoyens marocains et dont les délais sont très courts, fin 2022. 2, c'est l'encouragement au recrutement et à la formation de personnel de santé qualifié. Aujourd'hui, on a 600 personnels de santé qui partent dans d'autres pays, un exode énorme. Donc, et dans le monde, il manquerait pratiquement 4,2 millions de professionnels de santé. Ce sujet de la préservation des ressources humaines en santé et de leur répartition équitable sur le globe est équitable. Il faut encourager la formation des personnels et leur maintien dans les pays qui les a formés dans les conditions d'exercice appropriées. 3, une bonne gouvernance moderne, mettant le citoyen au centre des préoccupations, la régionalisation, la digitalisation, Monsieur le Président, vous en avez parlé, une politique de prévention, j'y reviens, intersectorielle, avec une vision holistique, continue à tous les âges et dans tous les milieux, une recherche forte et développée et une industrie du médicament, dispositifs médicaux et les vaccins qui doit être encouragée. Notre Afrique, notre continent, dont la démographie est galopante, et c'est une richesse, sa jeunesse. Riche, l'Afrique est riche par sa jeunesse et riche par ses ressources naturelles. Certes, il y a des îlots d'excellence un peu partout. Il faut rappeler que les premières applications de santé sont nées en Afrique. Et ça mériterait des applaudissements, ça va réveiller tout le monde. J'ai bientôt fini. Un grand nombre de régions sont en proie. C'était une embuscade.
sont en proie aux conflits et aux violences, tandis que le changement climatique met en péril les moyens de subsistance de millions de personnes et qu'en matière de santé, les maladies chroniques deviennent des fléaux qui menacent le développement. L'Afrique paye un lourd tribut car pénalisée doublement. 2-3 chiffres, 5% du personnel du monde en Afrique, 3% de la recherche en Afrique, alors que 60% de la charge de travail. Je m'arrête pour les chiffres. L'amélioration de la santé en Afrique est donc un enjeu décisif pour accélérer le développement de ce continent qui dispose d'atouts remarquables. On dit qu'il est le grenier du monde. Moi, je dis que l'Afrique est l'avenir du monde. La crise Covid... Merci pour le réveil. C'est le mien, celui-là. La crise Covid est une occasion historique de construire un nouvel ordre de santé publique qui puisse prémunir efficacement contre les futures crises sanitaires, car elles vont se répéter. Nous devons nous préparer et prendre en main notre destin en matière de sécurité sanitaire. C'est pourquoi il nous revient de créer les conditions d'existence de nouvelles solutions conciliant l'éthique et le pragmatisme pour relever les grands défis sanitaires de demain. Et en tant que femme, un dernier mot pour la femme. Elle paye le noyau de la famille, le noyau de la société. Elle paye le plus lourd tribut dans toutes ces histoires. En matière de santé comme en matière d'éducation, d'emploi, ce sont les femmes qui payent le plus lourd tribut. Rendons compte de cela à travers quelques chiffres. 200 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès au dispositif de planning familial. Sur les 210 millions de femmes enceintes chaque année, 35 millions ont des complications graves et 530 000 en meurent. 99% d'entre elles sont dans les pays en voie de développement. Donc, ce Global Health prend toute son importance. On ne peut plus rester dans cette inéquité pour la santé. À bien des égards, la pandémie Covid a été un moment décisif et constitue une opportunité unique de reconstruire un autre monde plus écologique et en meilleure santé. La santé mondiale n'est pas un impératif moral, mais c'est un impératif pragmatique. Il faut vivre cette démocratie sanitaire pour un monde meilleur. La croissance des inégalités au niveau mondial, la globalisation, le mercantilisme, le changement climatique font que les prochaines années vont être difficiles. Pour aller de l'avant, les pays doivent donner la priorité à la santé dans le cadre d'un vaste écosystème qui englobe les facteurs environnementaux, sociaux, économiques et politiques. La pandémie Covid a clairement révélé les dangers pour le monde si la santé n'est pas prise en compte sérieusement. À quoi ressemblerait le monde de demain, la médecine de demain, et qui est celle d'aujourd'hui dans certains pays? Ce sera la médecine des 4 P, préventive, personnalisée, participative, prédictive. C'est de la nanotechnologie, c'est le robotisme, c'est le ciseau génétique, c'est imprimer les organes. Vous allez venir chez votre médecin, je veux que vous m'imprimiez une oreille, je veux que vous m'imprimiez un nez. La procréation sur utérus artificiel. Et j'en passe. La longévité. Aujourd'hui, le Japon travaille sur une longévité de 200 années. La médecine que l'on pratique aujourd'hui, et ça c'est, messieurs, pour la formation, il faudrait qu'on pense à cette formation, à changer les formations que l'on donne sur nos bancs de faculté. La médecine d'aujourd'hui changera complètement et la moitié des métiers vont changer avec des rôles nouveaux. Je ne sais pas si le chirurgien existera encore dans quelques années. Le soulagement, je vais conclure. La santé et l'accès aux soins doit être la priorité absolue de la communauté internationale. C'est la condition de possibilité de l'homme, la condition de la réalisation de sa finalité au sens aristotélicien. Je ne connaissais pas ce terme, je l'ai appris. Et le développement économique et la finance doivent rester des moyens au service de cet objectif et d'améliorer la santé
est d'atteindre le plus haut niveau de santé pour chaque individu sur la planète et non le contraire. Pour notre continent, on ne peut assister médusé à ce jeu d'influence dépourvu de moyens et de capacités. Au contraire, on doit se protéger des effets collatéraux et être un sujet et non un objet dans l'échiquier mondial par la recherche, par l'innovation, par la souveraineté sanitaire. 3. Il y a nécessité d'un consensus sur la gestion des questions mondiales sanitaires et par conséquent des questions environnementales. Si un pays est défaillant, notre préparation aux pandémies sera défaillante. Nous sommes tous dans le même bateau. Le Global Health, plus que jamais, s'impose et je vous remercie pour votre écoute.